c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, dans le podcast de la loose, on reçoit Geneviève Gauvin, plus connue sous le nom de Jen, tout simplement, animatrice, podcasteuse et entrepreneur audacieuse depuis 2018. Elle vous inspire, vous entrepreneurs, à repousser vos limites avec des projets comme Catching, je pense que vous connaissez tous, le Gala Elevate, le podcast Effronté et plus récemment son Boardroom. L'expérience Catching, elle a attiré plus de 17 000 participants quand même. Elle a généré plus de 3 millions de dollars en 5 éditions. Mais aujourd'hui, Jen, elle se contente plutôt sur de l'expérimentation, de la documentation en temps réel, pour partager ses réussites, ses échecs, pour offrir un aperçu authentique de son parcours. Donc, Jen, bonjour, comment vas-tu ? Je pense que tu es au bon endroit pour parler de tes échecs aujourd'hui. Oui, ben ça me fait plaisir d'en parler. Je veux dire, c'est pas comme si... Surtout quand ils sont guéris, on va se le dire. Je suis de la team, on parle de nos cicatrices, pas de nos blessures actives, pas de nos gales, tu sais. Puis, parce que je trouve ça important, quand on est en train de vivre ces moments-là, des fois, on n'a pas le recul pour être capable de voir le bigger picture, de voir l'entièreté du portrait, finalement. Tandis que quand on prend ce temps-là d'analyser qu'est-ce qui s'est passé, on apprend de ces choses-là. Tu sais, je veux dire, au final, je pense qu'on est dans la même team. Il n'y a pas vraiment d'échec, il y a juste des apprentissages. Donc, le fait d'en parler, de documenter le processus, moi, de mon côté, mais de le faire ici avec vous aujourd'hui, ça me fait plaisir d'avoir été invitée sur votre podcast. Et on est ravis de t'accueillir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a un petit jeu qu'on propose à tous nos invités. Donc, c'est un petit système de questions-réponses. Et on a twisté un petit peu les règles du jeu parce que tu ne peux pas répondre par oui ni par non. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Ok. Est-ce que tu as déjà envoyé un email sans la pièce jointe ? Tellement de fois, là. À chaque fois, on dirait que c'est la panique, on dirait que c'est l'horreur. L'espèce de courriel qui va suivre après de oh non, mais je suis désolée, c'est tellement amateur. Et pourtant, c'est tellement simple. Donc, plusieurs fois. Ok. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions sur Instagram et obtenu 0 réponse ? Absolument. C'est difficile. Absolument. Et je rajouterais aussi, et j'ai aussi répondu à mes propres boîtes de questions. Je crois que tout le monde l'a fait à un moment donné. Mm-hmm. La base. Évidemment. Ok. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un email, un post, peu importe ? Plein de fois. Puis ça me dérange même pas. J'essaye le plus possible d'être... Pour moi, c'est important, l'orthographe. J'ai un style particulier qui est très parlé dans comment est-ce que j'écris, mais la syntaxe, la grammaire, l'orthographe est très important pour moi. Mais ça arrive aussi d'en laisser passer et avec le temps, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête au final. C'est pas grave, ouais. Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé ou peut-être même détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Au début, beaucoup. Je pense que c'est un processus où quand on voit la jalousie comme quelque chose de mauvais, on vit vraiment beaucoup de négatifs parce que surtout dans une ère de médias sociaux où on voit plein de personnes réussir tous les jours, j'ai transformé l'envie en signaux de désir, je dirais. Donc, quand je vois quelqu'un qui réussit plus que moi, ce qui arrive tout le temps, ce qui va continuer d'arriver toute ma vie probablement, je veux dire, il y a peu de personnes qui peuvent dire qu'ils sont vraiment les meilleurs dans tout, tu sais. Même si je pense pas que c'est vraiment possible, mais dans tous les cas, il va toujours avoir des personnes meilleures que moi, puis j'utilise ces inspirations-là, finalement, pour nourrir mes ambitions au lieu de me dire « Ah, mais pourquoi est-ce qu'eux, ils ont ça, puis que moi, j'allais pas? » C'est hyper intéressant, ouais. Ce shift de mindset. Ok. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ?
j'ai encore le syndrome de l'imposteur. Je sais pas si ça va ever partir. Je pense qu'on apprend à vivre avec, on apprend à mieux avoir une meilleure relation aussi avec ça. Je pense qu'il y a quelque chose de sain à avoir le syndrome de l'imposteur. Ça veut dire que tu veux être meilleur, ça veut dire que tu veux être meilleur pour les autres, être meilleur pour toi-même. Là où ça devient toxique, c'est quand ça t'arrête de prendre action complètement. J'ai constamment le syndrome de l'imposteur. Encore plus aujourd'hui, je dirais, en me réinventant à chaque fois qu'il y a des nouvelles évolutions, je me pose tout le temps ces mêmes questions-là. Je pense pas que ça devrait nous arrêter au final. Moi, ça m'arrête pas de prendre action quand même. Et ça veut pas dire qu'à chaque fois que je poste un nouveau contenu, lancer un nouveau produit, un truc, est-ce que vraiment je suis la bonne personne? Je me pose encore ces questions-là. J'écrivais un courriel ce matin par rapport à ça qui a des tons de syndrome de l'imposteur, mais on passe au travers. Ok. Est-ce que tu as déjà pleuré dans le cadre de ton ou tes business? Je sais pas qui répondrait. Je sais qu'on n'a pas le droit de dire non, mais je sais pas qui répondrait non. Honnêtement. Il y a peut-être des hommes qui refusent de pleurer ou des femmes qui considèrent que c'est encore comme trop sensible, trop vulnérable. Je pleure constamment. je pleure constamment parce que j'ai peur. Je pleure parce que ça se passe pas comme je voulais. Je pleure constamment. Je pleure des fois de bonheur. Mais je pense que c'est normal en fait, choisir la vie d'entrepreneur, c'est choisir ce roller coaster-là. Puis pour la plupart des humains, ça vient avec tout le spectre des émotions, incluant la tristesse, la déception. Je pleure constamment. Ok. Et est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter? Quelquefois. Mais c'est vraiment dans des moments terriblement difficiles. Mais ça passe vite. Ça passe vite parce que honnêtement, je me pose la question ensuite, qu'est-ce que je ferais d'autre? Il n'y a aucune autre réponse satisfaisante que l'entrepreneuriat. Puis l'entrepreneuriat, c'est large, c'est vague, tu peux rentrer tellement de choses. Mais avec le temps, avec les différentes évolutions que j'ai eues, j'ai toujours trouvé moyen finalement de m'adapter, de me réinventer. Donc même si à un certain moment X, tu vois pas comment tu vas t'en sortir, tu vois pas la lumière au bout du tunnel, il y a toujours moyen de se relever et de trouver comment est-ce qu'on peut y arriver, tu sais. Je regardais, j'ai vu un reel passer hier de quelqu'un qui se faisait dire, disait à son équipe, moi j'ai un objectif X par exemple, comment est-ce qu'on peut faire 10 millions cette année? Et les gens dans son équipe ont répondu, ah mais malheureusement c'est impossible. Et la fille a dit, mais je t'ai pas demandé si c'était possible ou si c'était pas possible, j'ai dit comment est-ce qu'on peut y arriver, tu sais. Donc de trouver les moyens, ça change, en fait, change le plan, change pas l'objectif, tu sais. Fait que c'est vraiment plus ma mentalité, je te dirais, à travers tous les différents échecs puis défis que j'ai rencontrés avec le temps, c'est que mon objectif, c'est pas nécessairement de faire des millions par année, mais c'est d'avoir le lifestyle que je veux, puis il y a 1001 plans pour arriver à ça. Donc, de changer le plan constamment, ça fait en sorte que, ben oui, des fois, je fais comme, oh mon Dieu, c'est impossible, mais je me rappelle que c'était peut-être juste le plan qui était problématique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir un peu plus tard dans l'épisode. Prochaine question, est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions? Constamment aussi. Constamment. Je pense que ça vient avec la question du syndrome de l'imposteur. Je pense que tu as beau avoir une expérience d'affaires, par exemple, qui est longue, tu vas avoir fait énormément de développement personnel. J'ai pas la prétention de dire que j'ai la science infuse dans toutes ces choses-là, que je sais tout. En fait, même que c'est très contraire à comment est-ce que je fonctionne. C'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté de former les gens, parce que je sais que je sais pas tout. Puis oui, je pourrais former sur quelque chose de très spécifique. Après ça, il y a quelque chose qui est très personnel aussi à ce que j'aime faire dans la vie, puis c'est comme le format de l'entreprise. Mais pour moi, je veux dire, j'ai de la misère à dire fais ça, à imposer aux gens quoi faire parce qu'il y a tellement de solutions, il y a tellement d'options, tu sais. Donc,
faire ces propres choix-là pour moi-même, ça vient souvent avec un espèce de « est-ce que c'est le bon choix? » Je m'entoure de beaucoup de personnes qui peuvent me donner ce feedback-là. Je lis de plus en plus aussi pour essayer de rafraîchir mes stratégies, mais ça change absolument rien. Tu sais jamais si tu as fait l'entièreté du travail nécessaire pour avoir toutes les réponses. On n'est pas des grandes entreprises qui ont des budgets énormes pour faire du R&D puis être capable d'avoir les réponses sur le terrain des clients. On est capable de le faire, on peut le faire, tu sais, mais à une certaine échelle, tu sais jamais si tu prends la bonne décision, tu sais juste après. Puis c'est juste à coup de décision qu'éventuellement, tu sais qu'est-ce que tu veux pas, qu'est-ce qui fonctionne pas, puis tu affines tes décisions, je dirais. Ok. Et justement, est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une publicité, une stratégie, un recrutement, une décision que tu aurais prise? Oh, oui, oui, en pub énormément. Ah, j'ai dit oui. Plein de fois. En pub énormément à travers des projets où j'ai fait des investissements pour que le projet soit plus grand, soit plus gros, et il n'y a pas eu nécessairement le travail en amont nécessaire pour faire le retour sur investissement. Je suis quelqu'un qui est très data, ironiquement. J'aime ça, les spreadsheets. J'aime les chiffres. J'aime ça, calculer les trucs puis savoir c'est quoi les pourcentages, les taux de conversion. J'adore ça. Tout ça étant dit, il y a plein de fois où la motivation derrière prendre une décision financière d'investir dans quelque chose qui coûte énormément, dans de la formation qui coûte énormément d'argent aussi, c'est basé plus sur un désir émotionnel, c'est basé plus sur une ambition, une espèce de visualisation que tu essaies de faire, je vais manifester la patente dans ma vie, whatever, qu'est-ce que c'est. Puis je pense qu'on a besoin d'avoir ce focus-là de you get what you focus on, ce qui est basically ma nouvelle définition de la manifestation. Mais aussi, tu as besoin d'avoir le calcul. Est-ce que quand tu fais cette dépense-là, genre, comment est-ce que tu vas être capable de le refaire? Puis si tu sais pas comment est-ce que ça va revenir, ça ressemble un peu à du gambling. Donc, je pense qu'il y a un bon compromis à faire là-dessus où oui, tu vas manifester puis mettre plein de choses dans l'univers, mais aussi tu vas avoir fait le travail en amont de chiffres puis de calculs nécessaires pour faire des retours sur investissement, ce que j'ai pas tout le temps fait. Puis dans plein d'investissements, comme je disais, c'était des investissements qui étaient 100% émotionnels au lieu d'être aussi terre à terre. Ok. Et dernière question, du coup, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as tout le temps confiance en toi? Celle-là est difficile de répondre en pas juste un mot. Il y a des jours où j'ai très confiance en moi, mais 30% du temps, je dirais, je l'ai pas du tout. Fait que je suis quand même pas pire. Je suis rendue plus à 70% de journées où ça va très bien. Je pense qu'avec le temps, la proportion de jours où j'ai confiance en moi a pris de plus en plus d'ampleur dans ma vie. Il y a eu un gros boost justement post-catching, la première édition, où c'est comme « Oh, je suis capable de faire les choses par moi-même. » Genre, je suis capable de voir, il y a une validation externe aussi. La validation externe, pour moi, c'est quelque chose qui est très utile. Il y a plein de personnes qui en parlent comme si c'est quelque chose de très nocif, dans le sens où non, mais ça devrait venir de l'intérieur et c'est toi qui nourris la... Oui, et quand on commence puis qu'il n'y a pas d'exemple, aller chercher ces trucs-là à l'extérieur. Puis des fois, c'est pas juste dans l'objectif de nourrir, de guérir des blessures. Tu sais, c'est vraiment juste d'avoir ce feedback-là d'autres personnes qui nous disent comment est-ce que nos enseignements, comment est-ce que ce qu'on crée les a aidés dans notre vie. Puis de l'entendre, ça fait non seulement du bien, mais on est capable de le documenter éventuellement, puis de retomber là-dessus. Avec le temps, ça a aidé beaucoup, mais je serais pas capable de dire que je suis tout le temps en confiance, que ce soit personnellement ou professionnellement. Il y a plein de jours où c'est... je pense que ça revient à justement toute cette idée-là d'imposteur, encore une fois. Mais ouais, non, c'est pas guéri. C'est pas 100% guéri. Non, mais bon, on a l'habitude, hein, il y a personne qui nous dit oui, hein, ça serait bizarre de toute façon Ils n'ont pas le droit, de toute façon, ça règle le problème. En fait, ce que Lise, elle dit pas, c'est qu'elle t'a un peu piégé parce que d'habitude, les gens, ils répondent soit par oui, soit par non. Là, elle t'a fait
elle a fait un petit piège, elle a changé pour pas répondre par oui ou par non. Donc, c'était plus dur pour toi. OK, je pense que je passe au travers avec en tout cas, bien, de bonne façon. Tu t'en es très bien sortie. C'était parfait. Merci. Merci beaucoup pour ces réponses. Et du coup, justement, toi, ça fait plus de 12 ans que tu es lancée quand même dans l'entrepreneuriat. Nous, on te connaît plus par rapport à Catchings, etc. Mais en fait, toi, ça fait quand même plus de 12 ans que tu es dans ce monde-là. Donc, Absolument. Des looses, des galères, des obstacles, t'en as vécu, t'en as traversé. Hein, et parfois pas toute seule, hein, puisque tu as eu aussi un business avec ton conjoint. Donc, justement, nous, on aimerait bien pouvoir remonter, traverser tous ces échecs. Alors, peut-être les plus marquants, hein, ceux qui t'ont vraiment touché, parce que sinon, j'imagine qu'en 12 ans, on en traverse. Hein, Oui, j'en ai envoyé des emails avec des mauvais liens, mais on les oublie. Voilà, c'est ça. Mais peut-être les plus marquants, peut-être à tes débuts, ou enfin, peu importe, hein, ceux qui t'ont le plus marqué, voir justement qu'est-ce que tu as ressenti, comment tu as rebondi. On a envie de tout savoir. Donc, tout savoir. Tout savoir dans les moindres détails. Ben, écoute, comme tu l'as mentionné, effectivement, j'ai commencé à me mettre les mains dans l'entrepreneuriat web en 2012, mais officiellement, j'ai commencé vraiment avec 100% de mon attention là-dessus en 2013. Donc, en 2012, pour te mettre en contexte, j'étais encore à la fin de mon bac en communication à l'Université de Sherbrooke au Québec. Et ce qui était vraiment intéressant avec ce bac-là, spécifiquement à l'Université de Sherbrooke, c'est qu'il y a 3 stages qui sont inclus. Donc, j'ai été 3 stages rémunérés en plus. Donc, on était capable, à travers le programme, d'aller faire du terrain, d'aller voir, tu sais, parce que surtout en communication, où il y a tellement... tu sors pas avec un titre. T'es pas un communicateur, t'es quelque chose. Il y a beaucoup de personnes ils sont cordeaux, il y a d'autres personnes qui vont travailler en relations publiques, il y a d'autres, tu sais, je veux dire, c'est très large. Donc, bref, ça nous permettait de vraiment voir qu'est-ce qu'on voulait faire. Et moi, je te dis, la seule leçon que j'ai appris de ça, c'est que je veux pas travailler pour personne. Donc, ce qui était un énorme apprentissage qui a été super utile dans ma vie. Tout ça étant dit, ça me laisse plus avec plus de questions que de réponses, malheureusement. Mais j'ai commencé justement à me mettre les mains là-dedans parce que mon chum, mon mari maintenant, mais à l'époque, c'était mon copain, m'a introduit à Mary Forleo. Je ne sais pas si vous savez c'est qui, mais donc c'est entrepreneuse américaine qui a commencé dans, entre autres, le développement. En tout cas, elle a un parcours très divers, là, mais elle a commencé avec du développement personnel, ensuite c'est coaching business. Et quand j'ai fait la B-School en 2012, et ensuite, il m'a amené à New York pour son événement en personne. Et pour moi, ça a tellement ouvert de portes de qu'est-ce qui était possible, tu sais, finalement, pour ma vie, quand au final, je m'attendais à avoir les choix possibles de communication, tu sais, qui allaient par la suite. Je m'en allais faire une maîtrise en communication ensuite. Puis quand j'ai vu la B-School, j'ai demandé à mon père, j'ai dit, je veux pas faire la B-School, j'aimerais ça faire je veux pas faire la maîtrise, excuse-moi, à la plage, j'aimerais ça faire la B-School. Mon père comprenait rien. Je lui ai dit, comment ça, tu veux que je paye 2000 US pour aller? Genre, je comprends pas, là, tu sais, c'est pas le parcours régulier. Mais bref, fait que j'ai commencé là-dedans. Donc, en 2012, tout de suite à la fin, j'ai fini mon bac en 2012. Janvier 2013, j'ai dit, super, maintenant, je vais être branding coach. Pourquoi branding coach? J'aimais la stratégie. On se rappelle que j'étudiais en com. Fait que j'aimais beaucoup la stratégie de marketing. J'aimais tout ce qui était visuel, identitaire aussi. Fait que l'enfant de ces deux choses-là, c'est vraiment le branding. Puis, je me suis lancée avec toute la motivation possible. Je sais, c'est ça que je veux faire. Je regarde Mary Forleo, c'est mon futur. Genre, c'était vraiment ça. Mais après quelques mois où je trouve ça difficile d'aller chercher des clients, où je trouve ça difficile de gérer des clients parce que j'allais faire du service plus que d'autres choses. Tu sais, j'étais comme, OK, je veux générer des revenus maintenant. Je viens de finir mon bac, j'ai besoin de payer mon appartement, tout. J'avais pas vraiment créé de formation. C'est des choses qui prennent du temps aussi à créer, à lancer. Puis ça a été 5 mois à peu près qui ont été assez difficiles parce que j'étais pas capable de trouver qu'est-ce qui fonctionnait pour moi et où j'allais vraiment être dans ma zone de génie, I guess. Mais en même temps, c'est dur à blâmer parce que ça faisait combien de temps que j'étais en business, tu sais. Je veux dire, au final, tout a été tellement rushé en rétrospective, tout était tellement trop rapide. OK, Jen, il faut que tu fasses des revenus maintenant. T'as pas d'autre filet de sécurité, tu veux pas travailler pour personne.
après peut-être 2-3 mois, j'avais de la misère avec ma cliente que j'aimais bien, mais j'aimais pas me faire dire quoi faire. J'avais l'impression que c'était un autre boss. Après ça, je me suis dit, oh non, je vais être business coach parce qu'évidemment, après 3 mois, je connaissais tout sur la business, tu sais. Je vais être business coach. Mais j'étais très critique. Honnêtement, j'étais bonne en marketing, puis j'étais bonne en branding, tu sais. Mais j'aimais pas ça, travailler avec des gens qui aimaient pas qu'est-ce que je faisais. J'étais comme... Fait que pour avoir des clients, c'était pas idéal, tu sais. Mais mon chum, à l'époque, était en train de lancer, lui, ses produits. Il avait déjà commencé dans tout ce qui était produits d'information. Donc, il avait créé son premier petit e-book. Puis je le trouvais laid, là. Il était tellement laid, son e-book. C'était pas beau. Puis j'étais comme, non, t'as un problème de branding, c'est laid. On va tout le changer. On va refaire le branding. On va te créer une marque. Puis là, lui, il voulait... À l'époque, il parlait vraiment plus de nutrition, puis de santé, tu sais, ce genre de trucs-là. Puis il s'associait avec des gens qui étaient dans le milieu de la fitness pour avoir des affiliés. Donc, eux, ils envoyaient ça à leur communauté. Bref, on a fini par s'associer parce que je trouvais qu'il y avait trop de problèmes à ce niveau-là. Puis lui, il avait besoin d'aide aussi. Et honnêtement, ça a été le partenariat le plus facile à date de ma vie. Honnêtement, si j'étais pour me relancer en partenariat avec quelqu'un, ça serait encore avec ce double-là. Puis là, je vous mets tout ça en contexte parce qu'à date, vous n'avez pas vraiment rencontré de fail, d'échec, mais dans le fond, comment est-ce que cette business-là a été lancée initialement? C'est que mon chum a trouvé un affilié. En fait, j'ai de la misère à le décrire, mais lui aussi, il avait sa business finalement dans le monde de la fitness. Il enseignait à travers des produits d'information, il faisait des gros launchs, puis tout était basé sur l'affiliation. Donc, mon chum a découvert finalement ce modèle-là à travers eux autres, à travers eux-mêmes, lui en s'inscrivant sur d'autres listes de courriels. Puis, rapidement, il a essayé d'approcher ce dude-là, Sean, à l'époque, pour potentiellement l'aider. Et Sean a vu le potentiel dans le produit de mon chum, puis il s'est dit, j'aimerais devenir votre publishing partner. N'étant pas du tout un publisher, n'étant pas du tout, mais il s'est dit, je vais être genre le marketer, je vais t'introduire à plein de personnes. Comme ça, vous allez pouvoir vendre votre produit en affiliation. Puis, vous n'avez même pas besoin d'avoir une présence médias sociaux, vous n'avez même pas besoin d'un site web. On va juste vendre directement aux consommateurs à travers des affiliés. Ce qui a énormément marché parce qu'il était il y avait un réseau énorme de personnes qui avaient des listes de courriels de 800 000, 1 million de personnes. Donc, garde en tête à quel point, genre, nous autres, ça nous a catapulté très rapidement parce que même si l'offre performe pas très bien, ce qui n'était pas le cas, je veux dire, au niveau des chiffres, statistiquement, tu fais juste déjà des bons revenus en lançant. Donc, bref, parce qu'eux autres aussi, ils étaient deux, Sean et Ryan à l'époque, ils étaient nos publishing partners et nous, on était les créateurs. Moi, je m'assurais de faire l'organisation en arrière, l'organisation, branding, marketing, whatever. Mon rôle était peu défini finalement. Mais dans tous les cas, après quelques années que l'offre fonctionnait super bien, on s'est rendu compte qu'il était de moins en moins involved dans le projet. Mais le deal, qui était un handshake deal, qui n'était même pas sur papier, c'était qu'on leur donnait 50% des revenus upfront, donc pas upfront, mais du front-end, donc la vente du produit en question, et 50% des revenus générés avec la liste de ces acheteurs-là. Mais c'est l'entièreté de notre business. On s'entend, là, parce qu'il n'y a pas d'autres sources, il n'y a pas de médias sociaux, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. Fait que le remarketing qui se fait après la vente du produit initial va aussi à eux à 50%. Ce qui fonctionne à la base quand tu nous envoies continuellement du nouveau trafic, ça va, chacun fait son rôle. Mais ça fonctionne pas super quand éventuellement il y a des gens qui arrêtent de faire leur partie de travail, tu sais. Fait qu'on était dans une situation où l'entièreté de notre réseau qu'on connaissait finalement, avait été potentiellement introduit par cette personne-là ou par ce duo de personnes-là. Là, on s'est dit, ben, on aimerait ça renégocier les termes, tu sais, de notre contrat inexistant et notre contrat de bonne foi, finalement. Et c'est là qu'on s'est fait dire, oh mon Dieu, vous êtes tellement, je sais pas ce qu'en français, greedy, en tout cas, vous en voulez trop, vous voulez trop prendre, c'est avare, je pense avare, peut-être, je pense, c'est pas le mot. Oui, donc vous êtes tellement avare, vous en voulez trop, puis on était quand même, on peut-tu être rationnel, tu sais, dans le sens où comme ça fait plusieurs années que vous faites des centaines de milliers de dollars en revenus en faisant absolument rien maintenant, tu sais, on peut-tu s'entendre? Puis
ça a été une période qui a été super difficile parce qu'on n'était pas... Je pense qu'on était rendu en 2015, à peu près, à ce moment, 2015, 2016. En tout cas, peu importe. Puis c'était... on n'était pas... ça faisait pas très longtemps qu'on était des entrepreneurs. On n'avait pas les reins aussi solides qu'on les a, nous deux, en ce moment, aujourd'hui, à être passés à travers des gros conflits de business où tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer exactement. Tu sais pas c'est quoi les conflits légaux puis jusqu'où ça peut aller. Tu sais même pas comment ça marche, une mise en demeure. Tu sais pas c'est quoi, tu entends des gros mots comme ça puis ça te fait peur puis tu dors plus la nuit, tu sais. Puis ils sont aux États-Unis, on est au Canada. On a un partnership qui est en plus international, on va se dire comme ça. C'est quoi les règles? Comment est-ce que ça fonctionne? S'il y a un conflit, puis on connaît les Américains qui sont très forts sur la poursuite, on est comme, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, éventuellement, après des semaines à se battre avec nous-mêmes en se disant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste dans un partenariat qui est toxique? Parce qu'évidemment, ces gens-là ne veulent plus rien faire, mais ils veulent continuer de prendre l'information. Puis à travers le conflit, on a vu à quel point la relation c'est vraiment écroulée en dedans de quelques jours où on a vu les gens faire de la manipulation émotionnelle énormément, dire à quel point il y avait... Puis c'était vraiment juste entre mon chum puis lui, parce que c'était eux qui avaient un contact plus près. Fait que moi, je n'étais pas dans la discussion, il fallait qu'ils me le disent après. Il y avait vraiment un feeling de on va la laisser parce qu'elle va le convaincre, tu sais, de rester de partir, tandis que non, moi, je veux qu'il reste avec nous pour continuer de... Ça a été vraiment dur comme période. Puis à la fin, on s'est juste dit, on va laisser aller le produit au grand complet. Parce que la grosse problématique avec ça, c'était que lui, Sean, avait aidé à rédiger la page de vente, entre autres. Mon chum a fait des recherches plus tard, puis il a vu à quel point les modifications étaient très minimes parce qu'il avait vraiment tout réécrit par lui-même, puis lui avait fait une couple de modifs, tu sais. Puis il était comme, mais c'est mon matériel marketing, tu sais, comme si en plus, non seulement on lui devait 50%, mais en plus, tu sais, il nous possédait, là, tu sais. Fait que il voulait plus qu'on utilise la page de vente, il voulait plus qu'on utilise n'importe quelle forme de matériel qui avait été somehow un jour coécrit ou peut-être un peu touché par lui. Puis nous autres, on a juste accepté. Parce qu'à un moment donné, on a fait... En fait, il voulait qu'on continue à faire de l'argent ensemble. Nous, on s'est dit, cette relation-là est tellement problématique pour nous autres. On dort plus. T'en veux-tu des périodes où on pleure tous les jours? On pleure tous les jours. À deux, on a de la misère à se relever de cette situation-là tellement on a le feeling d'avoir été écrasé par quelqu'un qui n'a pas vraiment pensé au partenariat ou à la longévité même du partenariat, parce qu'on aurait pu continuer si on avait même modifié, ce qui aurait été stupide au final en rétrospective, parce que ça aurait été les mêmes personnes. Mais même à ça, on s'est juste dit, on va laisser 100% de l'argent sur la table pour se protéger. Puis je pense que c'est vraiment la première fois où, et moi et mon chum, on a fait ce move-là, I guess, d'autoprotection, puis de se tenir debout devant quelqu'un qui nous dit qu'on n'est pas correct, qui nous dit qu'on n'est pas éthique, qui nous dit, tu sais, vraiment comme à quel point la relation, notre réputation va être ruinée, non. Tu sais, vraiment toutes les menaces. Puis qu'on se dit, ça suffit, tu sais. Mais ça a fait en sorte qu'on a dû recommencer from scratch parce que, oui, on avait le produit, puis le produit, oui, nous appartenait, mais on n'avait plus de page de vente. Donc, on aurait pu réécrire une autre page de vente, mais l'ancienne était testée, elle fonctionnait bien, c'est comme ça qu'on faisait nos résultats. Il fallait que tu repartes from scratch. Puis il y avait une espèce de sentiment des émotions qui étaient attachées finalement avec ce produit-là, éventuellement, étaient très négatives, très nocives, ça ne nous tentait plus du tout. Mais repartir from scratch quand tu fais des centaines de milliers de dollars par année et que tu as une business à deux, je ne sais pas si c'est votre cas, je ne sais pas si c'est quoi votre structure, mais quand on a une business à deux, il faut que tu génères 2 fois plus de revenus pour avoir 2 salaires. On est comme, oui, c'est super, on peut s'aider à construire ensemble, c'est vrai. Puis potentiellement que ça peut accélérer les choses, mais pour être capable d'avoir 2 salaires, pour beaucoup, c'est 2 business, tu sais. C'est beaucoup d'efforts. Puis c'est pas parce que tu as 2 cerveaux puis 2 paires de bras que tu es capable de générer 2 fois plus quand même, tu sais. On le sait, on est capable d'engager des OBM, on a 2 paires de bras, mais ça veut pas dire qu'on génère, tu sais, 2 fois plus. Dans tous les cas, se relever de ça a pris beaucoup de temps, mais ça l'a forgé beaucoup, je dirais, mon caractère, à quel point
take no shit. Genre, tu sais, quelqu'un qui m'arrive avec des situations légales comme ça. C'est aussi pourquoi c'est autant important pour moi les contrats maintenant. Et à quel point je fais même plus de... Genre, quelqu'un qui me dit qu'il veut pas signer un contrat, pour moi, c'est le major red flag. Genre, je ne peux pas aller de l'avant. Je me dis, pourquoi? Est-ce que tu anticipes que ça va aller mal? Est-ce que tu anticipes que tu vas vouloir sortir du contrat? Ça arrive des choses de genre, hey, finalement, je suis malade le jour de whatever, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Il y a des imprévus, on est des humains. Mais quelqu'un qui anticipe juste de pas se pointer à un partenariat, qui l'anticipe dès le début, je suis genre, t'es-tu correct? Genre, tu sais, je veux pas rentrer dans ce partenariat-là avec toi. Je sais aussi pourquoi maintenant, je demande énormément de références avant de m'engager dans n'importe quel partenariat avec quelqu'un. J'aime pas ça travailler avec des inconnus. J'aime pas ça parce que je sais pas si c'est le genre de choses qui peut arriver. Le contrat de catching faisait 17 pages la dernière édition. Tu sais, il est long, là. Il y a des pénalités pour n'importe quoi. Je veux dire, j'essaye de voir n'importe quoi que les gens pourraient faire, puis je dis « Ah ouais, tu veux faire ça? Va te charger 5 000 si tu fais ça. » Puis c'est même pas des blagues. Genre, c'est important pour moi de mettre les pénalités parce que, regarde, on a mis toutes les cartes sur table. On le sait. Tu veux partir, tu veux sortir du contrat, tu as jusqu'à ce moment-là. Si tu veux sortir après, là, par exemple, tu me mets dans la marde. Fait qu'on va, tu sais, fait qu'au final, de voir l'entièreté de ça, quand tout le monde accepte, pour moi, c'est la forme de respect la plus totale. On a vu, on sait dans quoi qu'on s'engage ensemble. Puis ensuite, si tu respectes pas, là, on ne retravaillera plus jamais ensemble. Mais je veux dire, j'ai quand même probablement prévu au contrat qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Fait que, anyway, fait que je te dirais que cette histoire-là, spécialement, au début, ça a forgé beaucoup à quel point je suis devenue plus directe, plus les vraies affaires, plus je niaise pas avec les partenariats. Puis pourtant, j'ai que fait ça, des partenariats de toute ma vie, là. Que ce soit à travers justement toute l'affiliation qu'on a faite pour se faire connaître au début, l'affiliation qu'ensuite, moi, quand j'ai commencé en entrepreneuriat solo en 2018, comme tu l'as mentionné, au niveau plus francophone, ben c'était juste ça que je connaissais. Mon premier produit, c'était sur l'affiliation, puis comment est-ce qu'on crée un programme affilié en tant que vendeur, tandis qu'il y a énormément de contenu pour les créateurs, pas pour les créateurs, pour les affiliés. Mais il n'y en avait pas pour les vendeurs. Faire des JV, des joint ventures avec d'autres partenaires, donc de faire des produits communs, des bundles, bien évidemment. La collaboration, ça fait partie de comment est-ce que je construis. Je suis une grande fan de Rising Tide Lifts All Boats. Mais ça ne veut pas dire que j'accepte tout et n'importe quoi. Puis je pense que ça part entre autres beaucoup de cette loose-là, appelons-la comme ça. Ouais, au final, cette expérience, elle t'a plus apporté sur le fait de cadrer les relations, peu importe sur quoi tu travailles, pour justement anticiper n'importe quel problème ou n'importe quel malentendu, parce que ça peut arriver aussi de juste pas se comprendre avec son interlocuteur. Et là, du coup, ça te permet de vraiment tout verrouiller comme il faut, anticiper toutes les dingueries qui pourraient se produire pour te protéger toi et respecter la relation entre les deux personnes qui vont signer ce contrat. Donc, effectivement. Ça aurait pu te refroidir justement à collaborer à nouveau avec d'autres personnes. Ça t'a pas arrêté pour autant? Ça aurait pu. Je suis quelqu'un qui est très complexe en termes des relations humaines, dans le sens où je suis très sauvage, dans le sens où les gens, ça me prend beaucoup de temps avant d'avoir une relation avec les gens. Puis des fois, c'est juste du temps par moi-même de stalking. Dans le sens où j'ai besoin de faire une idée tellement profonde puis creuse de genre, je sais c'est qui cette personne-là avant de moi-même, tu sais, m'investir là-dedans. Puis sinon, je vais rester, tu sais, comme à une certaine distance, polie puis tout. Puis c'est pas parce que je pense pas que la personne est bonne, c'est juste que je sais pas où encore me positionner. Mais aussi, j'aime ça collaborer avec les autres. J'aime ça créer cette histoire de... En fait, j'ai tout le temps été quelqu'un de coop. Quand j'étais jeune, j'ai fait de la danse pendant 13 ans, mais j'ai fait du hip-hop, des compétitions de hip-hop. Fait que, tu sais, c'est tous des trucs de troupe. Ensuite, j'étais au secondaire, puis lycée, au cégep aussi, qui est un espèce d'entre-deux entre l'université puis le secondaire au Québec. J'ai fait aussi du théâtre, énormément. J'aimais ça. J'ai toujours été sur une scène, mais j'ai jamais été sur une scène seule. J'étais tout le temps en groupe. Je suis aussi quelqu'un qui haït les jeux où on s'est compétitif. J'aime les jeux où on est ensemble puis on gagne ensemble. T'sais. J'aime ça faire des escape games où on est plusieurs personnes ensemble puis on essaye d'avoir un même objectif ensemble. Fait que ça fait partie
juste de mon ADN, I guess. Mais c'est vraiment important. Je pense que ça l'a juste, comme tu l'as mentionné, aidé à cadrer ça, puis à pas juste accepter n'importe quoi, pas juste accepter n'importe quel partenariat parce qu'on me jette de la poudre aux yeux magique de genre « Hey, ça va faire plein d'argent, puis ça va être super. » Oui, mais dans quel cadre? Puis qu'est-ce qui arrive si moi je veux partir? Puis ça, c'est important de penser à ces choses-là. Puis moi, ça a été appris à la dure parce qu'au final, est-ce qu'on a dû laisser derrière toute la sales page? Honnêtement, on aurait pu. Il n'y avait rien sur papier. C'était pas, tu sais, honnêtement, c'était pas clair. C'était pas vraiment clair. On aurait pu essayer de continuer, mais il y a quelque chose que j'ai appris à ce moment-là, mais que j'ai réappris ensuite à plusieurs phases, I guess, dans ma vie, c'est que je suis pas quelqu'un qui va fight, qui va combattre juste pour combattre. C'est plus important pour moi de préserver ma paix d'esprit, mon énergie, que d'essayer de prouver mon point. Puis quand on est dans un conflit et qu'on continue de combattre, on choisit de garder actif le combat. Puis c'est des choses que comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans ma vie, ça s'est vraiment cimenté à travers différents conflits où je veux dire, fais juste couper les ponts, passe à autre chose. Puis oui, il y a l'espèce de sentiment de oui, mais je veux gagner, je veux avoir raison. On veut tout avoir ce sentiment-là. Mais pour moi, ça ne vaut pas la peine de continuer de rester dans une situation de conflit qui m'empêche de dormir, qui m'empêche de focusser sur d'autres choses parce que je suis émotionnellement attachée, affectée à tout ce qui se passe. Il y a des conflits entre deux personnes, je quitte la conversation. Bye, scene v'là 2 ans. Genre, tu sais, je suis comme, non, je suis désolée, j'embarque plus là-dedans. Tu veux plus qu'on ait de conversation, t'es en mode agressif, je quitte. C'est encore ce que je fais dans mes collaborations. Je fais comme, check, je pense qu'on est capable de parler, on est capable de jaser, mais à partir du moment où on tombe en mode conflit puis fight, parce que ça arrive des conflits réguliers, mais juste comme vraiment agressif, oh bye, non. Je vais protéger ma paix d'esprit avant toute chose et ça va faire en sorte que je vais laisser des projets derrière, laisser des relations derrière, laisser anything si moi, je peux continuer d'avancer. Ça me laisse cet espace-là, je dirais. Ouais, bah c'est pas plus bête parce que c'est clair que, comme tu dis, généralement on est assez têtu, on peut être assez têtu de je vais pas lâcher, surtout que là c'était quand même vous qui avez tout apporté. Enfin, comme tu dis, ils ont pas fait grand-chose. Donc, au début, je peux pas leur enlever qu'est-ce qu'ils ont fait au début. Je veux dire, sans eux, on n'aurait pas eu le réseau, mais je suis d'accord avec toi qu'éventuellement, ben, quand ils font plus leur job, ils font plus leur job. Fait que là, oui, effectivement, on a fait pas mal fait. Vous auriez pu vous accrocher, c'est ça, vous auriez pu vous accrocher, genre quand même, là vous rigolez, là, c'est nous en fait, si on fait rien, il n'y a plus rien. Mais c'est vrai que je trouve que ça demande un certain courage et une certaine force mentale, ouais, de dire, bah, en fait, tant pis. Comme tu dis, je préfère me préserver et pas que ça tourne comme ça sans cesse, que ça me bouffe, que ça soit un peu comme un poison constant et que ce soit de pire en pire si vous aviez poursuivi, que de se dire allez, je lâche rien, je suis têtue, je laisse mon ego passer au-dessus et j'aurai raison quoi qu'il arrive. Et en fait, tu finis en burn-out où tu lâches tout et t'abandonnes peut-être tous tes projets derrière, dégoûté de l'entrepreneuriat et de la collaboration. Oui, effectivement. Puis, tu sais, suite à cette fin-là assez drastique, on s'est retrouvés à OK, comment est-ce qu'on vend maintenant? T'sais, on a un produit, mais on ne peut pas le vendre. Donc, c'était pas vraiment. C'est un produit qui n'était pas très dispendieux non plus. Fait que c'est plus dur de vendre avec juste un lien Stripe, ou à l'époque un lien PayPal avec. Peu importe. Fait que c'était un peu plus difficile. Fait qu'on s'est retrouvés justement à faire beaucoup de travail pour essayer de réinventer. C'était le produit de mon chum. Fait que j'étais un peu limitée dans ce que je pouvais faire au niveau de la rédaction de la sales page. C'est aussi, ça comme a donné à l'époque où, tu sais, oui, on avait cette grosse liste de courriels-là qu'on a été capable de rentabiliser puis faire des promos avec avant de retomber sur nos pieds. Mon chum s'est réorienté vers les impacts des champs électromagnétiques sur la santé. On restait dans la santé alternative, mais anyway, j'ai un chum très geek. Puis mais à ce moment-là aussi, il y avait comme un désir pour moi de faire partie, de retourner sur la scène. Je l'ai dit tantôt, je suis quelqu'un qui a toujours été sur la scène. J'avais besoin de ce moment-là en coulisses pour me faire ma confiance en moi, parce que c'était pas une période où j'étais vraiment très en confiance. J'ai toujours eu des complexes physiques énormes. J'avais de la misère à avoir ma valeur. Puis surtout dans cette ancienne relation toxique-là où il y avait beaucoup de
de ton macho un peu aussi, où c'était les boys, tu sais, c'est qui faisaient leur truc. Il y avait pas beaucoup de femmes dans cette industrie-là à l'époque, puis les quelques femmes étaient incluses, acceptées, mais souvent, nos collègues hommes blancs voyageaient avec leurs femmes, puis leurs femmes, c'était vraiment, c'est comme the wives. Genre, tu sais, quand on sortait le soir, il y avait les wives ensemble, puis il y avait toutes les... Puis moi, j'étais comme, non, je fais partie de tu sais, je fais partie de la business, je suis un partner, je suis pas juste, tu sais, je suis pas juste comme l'extra, tu sais. Fait que, puis je voulais être inclus, mais je faisais pas partie des boys. Puis là, les boys voulaient être ensemble. Puis ça me frustrait parce qu'à chaque fois que j'amenais des points, justement, branding, qui étaient... C'est pas du retour sur investissement direct, le branding. C'est quelque chose qui est très large, qui prend du temps, qui s'établit, tu sais. Puis c'est comme, oh no, that's not good for us. Like, it's not going to make some money now. Puis j'étais comme, je le sais, mais c'est pas ça le point. Fait que j'ai l'impression que toutes mes suggestions étaient tout le temps repoussées de côté dans ce groupe-là. Ça a pris du temps avant que je sois capable de voir puis de dire, non, man, j'avais raison, genre, c'était important. Puis je sais maintenant qu'il y a énormément... En fait, le branding personnel est devenu tellement, tellement, tellement important dans les dernières années, mais ça fait des années que je suis comme, mais non, mais c'était les gens... En tout cas, peu importe. Tout ça pour dire que sortir de ce partenariat-là, confiance en soi, très, très difficile, mais j'ai envie quand même de retourner là parce que beaucoup de discussions, je me retrouve seule avec mon mari, puis là, on voyage. On s'est dit, sais-tu quoi, nous, on n'a pas de kids, on va juste voyager, on peut, parce que on a juste notre ordinateur, c'est le bureau. Partons au travers de la planète. On a commencé à voyager justement beaucoup en Asie, en Europe de l'Est aussi, parce que pour nos petits dollars canadiens, c'est ce qui était plus facile. Puis à un certain moment, on a bâti un projet à deux qui s'appelait The Great Anomaly, qui se voulait être... Ça aussi, en rétrospective, c'est le projet, on lance des spaghettis au mur, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Vraiment, c'était du coaching de vie et de business pour les couples entrepreneurs. Fait que littéralement, c'est comme une grosse salade de genre tout, qu'est-ce que nous, on était, puis qu'on avait envie de parler. Puis justement, on parlait aussi d'être digital nomads parce que ça fait partie un peu de la business, puis du format de comment est-ce qu'on fait de la business, puis que... fait que c'est vraiment, comme je disais, une espèce de salade pas claire de qu'est-ce qu'on a... Mais c'était aussi une espèce de période de transition où surtout pour moi, qui m'a aidé à être premièrement, à retourner sur la scène tranquillement parce qu'on avait... Mon premier podcast, en fait, c'est pas Les Vraies Affaires qui a commencé en 2018. Mon premier podcast, c'était The Great Anomaly avec mon chum qu'on a fait pendant quelques années, je pense. 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Puis on interviewait d'autres couples en business. C'était super le fun. On avait des discussions à 4, puis on parlait de comment est-ce que ça fonctionnait de leur côté, puis de la gestion avec les kids, puis le voyage, puis la business, puis qu'est-ce qui commande. Bref, on explorait les spaghettis. Fait que, tout ça pour dire que ce projet-là, on a beaucoup investi dedans. On a investi pour la création du podcast qui n'a jamais été sponsorisé, donc pas directement rentable. On a engagé une designer pour faire le branding au complet, pour faire le site web. On a engagé... Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une formation en ligne qui s'appelait Your Freedom Visa, qui se voulait être montrée aux couples entrepreneurs à devenir des digital nomades, ce qui est pas mauvais. Je pense qu'il y en a plein. C'est juste que c'est niché, là. Tu sais, je veux dire, il y a pas beaucoup de personnes qui vont fit la clientèle idéale. Puis, on voit toujours mieux en rétrospective. Hein. Mais ça nous a tellement permis de tester plein de choses. Mais c'est juste qu'au final, un moment donné, on l'a juste fermé du jour au lendemain. Parce que, je me rappelle, on était en 2017 à Prague. Ça faisait quand même, c'est ça, 2 ans et demi à peu près qu'on était là-dessus. Puis, on allait retourner au Québec parce que moi, je voulais tomber enceinte. Puis, je voulais pas accoucher sur la planète. Ça allait me coûter bien trop cher d'accouchement. Fait qu'on voulait retourner au Québec pour ça. Mais ça a été comme dans une espèce de période, une fin d'évolution. J'aime parler de mes différentes évolutions de vie, mais il y a eu une espèce de clarté comme... C'est pas un projet qui nous allume tant que ça, finalement. C'était pas la bonne... Ça nous a aidés. On était capable de voir comment est-ce que ce projet-là nous a aidés, mais il nous a coûté énormément d'argent. C'était un money pit. C'était des investissements pour l'éducation, I guess, pour apprendre, pour évoluer. Mais ça m'a rien apporté. Ça a juste plus coûté cher à l'entreprise, malgré le fait que on n'était pas nécessairement dans la meilleure situation financière, surtout post l'ancienne collaboration et d'autres décisions financières où on n'était pas du tout formé.
si on revient en arrière, la fois où on a décidé de se payer chacun 100 000 la première année de salaire, parce qu'on avait fait 400 quelques mille, OK, cool, mais 200 000, c'est 50 du revenu. Puis on avait quand même plein de dépenses aussi. Puis après ça, on a décidé de faire un mariage. Puis le mariage, il allait coûter 40. Puis finalement, il a busté jusqu'à 60 000 parce que l'organisatrice de mariage a oublié de calculer les taxes. Oui, qu'il y avait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, on a aussi acheté un condo cette année-là. On s'est dit, hey, on est riches. On est riches. On fait plein d'argent. Oui, je vous vois faire des petits mouvements comme ça de genre. Mais comme, on était riches, là. On était tellement riches jusqu'à ce que le gouvernement dise, vous étiez vraiment pas riches. Vous nous devez vraiment plein d'argent maintenant. Fait que ça a pris des années avant qu'on remonte la curve de ça. Honnêtement, jusqu'en, je sais pas, 2021, je pense qu'on a fini de payer cette énorme dette-là avec l'ancienne compagnie. Elle existe encore, c'est maintenant mon chum qui la possède à 100%. J'ai laissé mon initiale dans le nom NEG, Media Inc. C'est Nick et Jen. Mais ça a pris des années, genre vraiment des années avant de remonter ça avec une marge puis être capable de rembourser ça à petits coups parce qu'on ne pouvait pas prendre l'entièreté de notre cash flow pour rembourser des montants énormes au niveau personnel puis même au niveau de la business. D'avoir trop de succès trop rapidement sans être capable de savoir, d'encadrer la chose, c'est pas une bonne chose. Genre, tu veux pas nécessairement passer de genre, tu fais 10 000 à 1 million de salaire personnel. Tu veux pas ça. Genre, puis même au niveau de la business, des croissances trop rapides, souvent, puis j'en ai parlé avec plein d'entrepreneurs sur mon podcast aussi, ça attire des gens qui ont des comportements prédatoriaux. C'est des gens qui sont comme moi, tout le monde veut bénéficier du surplus d'argent, tu sais. Des gens qui veulent pas laisser partir leur 50% d'argent fait tout seul gratuit. Puis où il y a d'autres personnes, tu sais, qui veulent juste comme, je sais pas, prendre tout l'argent pour l'investir ailleurs, peu importe. Mais surtout, le pire, je pense que c'est ne pas être capable de le gérer puis ne pas savoir comment l'améliorer puis l'optimiser. C'est pas nécessairement une bonne chose quand on commence. Fait qu'il y a ça aussi. il y a des problèmes d'argent au début, on n'est pas capable de gérer parce qu'on sait pas, on sait pas ce qu'on sait pas. Ensuite, il y a des problèmes de collaboration qui nous amènent à tout laisser derrière. Il y a The Great Anomaly qui est un money pit malgré le fait qu'on avait vraiment beaucoup d'argent à dépenser. Puis je veux dire, au final, ça a été un autre, on laisse tout derrière pour recommencer, surtout dans mon cas. Mais à partir de justement 2017, justement, on arrive au Québec. Puis une discussion avec mon chum, ça doit être. J'étais pas enceinte encore, peu importe. Une discussion avec mon chum, puis tu sais, je suis comme, hey, je pense que je commence à avoir des choses à dire en business. Tu sais, puis là, je commençais à prendre un peu plus confiance en moi, I guess. Ça faisait depuis 2012 là, que j'étais vraiment dans cet univers-là. Je pense que je pourrais lancer un podcast qui s'appelle Les vraies affaires. Puis on parlait des vraies affaires, puis des différents modèles qu'il y a en ligne parce qu'on avait voyagé, on avait rencontré plein de personnes qui faisaient pas juste un blog. À l'époque, c'était bien populaire. Un blog, puis être influenceur. Puis j'étais comme, on est au Québec, on est 8 millions, gang. Genre, il y a quoi? Ironiquement, maintenant, il y en a beaucoup des influenceurs, tu sais. Mais ça veut pas dire que tu es capable de faire un salaire de ça. Ça prend énormément d'audience pour être capable de rentabiliser ça. Puis beaucoup de Québécois non plus qui vont pas essayer d'aller l'autre bord de l'océan du tout. Je pense qu'il y a une espèce de... je sais pas c'est quoi, là, mais on voit beaucoup, genre, quand t'as percé en France, t'étais rendu big parce que t'es comme dans le grand marché, tu sais. Fait que je pense qu'on est comme ça au Québec aussi, on pense petit, on pense nous autres. C'est très protectionniste aussi de la culture québécoise, de qui on est, de l'accent et tout. Mais des fois, ça tourne on essaie de rester petit, puis on est né pour un petit pain, puis on est né petit, puis... Bref, fait que... Mais c'est ça, fait que je te dirais que ces premières années-là de business avant 2018 où là, je me suis lancée à mon compte. Là, j'ai commencé à avoir plus de validation externe sur genre, hey, c'est vrai, c'est cool ce que tu dis par rapport à l'affiliation. Peux-tu m'en dire plus? Puis j'étais comme, hey, mon Dieu, finalement, je sais quelque chose. Mais ça a pris jusqu'à 2018, entre 2018 puis 2012, avant vraiment d'être poser la question, est-ce que tu as eu confiance en... Ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de sessions on pleure sur le plancher de la salle de bain. Quelle est ma passion? Puis là, ça m'arrive encore. mais c'était plus dense à l'époque comme comportement, je dirais.
C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est hyper important aussi, je pense, pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, c'est qu'on croit souvent que les gens qui réussissent aujourd'hui, ils ont percé comme ça du jour au lendemain, parce qu'ils ont réussi à choper la vague au bon moment, ou ils ont saisi l'opportunité, Ça arrive! etc. Ça peut arriver, effectivement, mais Oui. dans la majorité des cas, donc je pense à toi, je pense aussi à d'autres personnes, il y a un passif qui a duré plusieurs années, où il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs, beaucoup de remises en question, de doutes, etc. avant d'arriver à choper le bon truc qui fait que ton business décolle et derrière, tu connais le succès que tu as aujourd'hui. 100%. Tu sais, je pense qu'on voit les exceptions puis on pense que c'est la règle. Tout le temps. C'est ça. C'est normal. Je veux dire, quand tu vois... j'avais la réflexion ce matin, justement. Je regarde des comptes qui font des grandes entrevues avec Alex Hormozy, avec un autre dude, puis ils font plein de contenu sur Instagram. Puis là, un moment donné, ils font une entrevue, Ramit Chiti, puis whatever. Puis ils font une entrevue avec une fille que j'ai jamais vue, puis je suis genre, oh my God, elle est donc bien pertinente, c'est super. Puis là, elle est partout. Là, d'un coup, elle est partout, parce que là, tout le monde l'invite sur le podcast, parce qu'elle a été feature sur un gros podcast. Puis là, tout d'un coup, tout le monde la connaît. Mais cette fille-là, avant, elle était juste pas sur mon radar. Je savais pas elle était qui, mais ça veut pas dire qu'elle avait pas une certaine communauté aussi. C'est juste que quand, des fois, il y a le moment où tu as l'opportunité d'avoir une visibilité encore plus massive, puis là, qui va te faire passer à un certain niveau. Mais tous les niveaux avant, c'est toujours le même processus. C'est toujours le même processus. Tu travailles très, très, très fort au début. À un moment donné, tu rencontres une personne qui va potentiellement te mettre sa map d'une certaine façon. Mais tu as exploré un infime pourcentage de la niche du marché. Les gens ne savent pas t'es qui. Ça prend des années. Ça prend des années avant que les gens savent t'es qui. Ça prend des années avant que toi, tu saches t'es qui. Tu saches t'es qui. Fait que c'est long, ce processus-là. C'est tellement long de savoir qui est-ce qu'on est. Puis, des fois, tu as une espèce de « Ah, je sais je suis qui maintenant ». Puis tu réalises que c'est juste une petite partie du puzzle, c'était juste un petit morceau. Mais tu sais un petit peu plus, tu vois l'image qui se dessine un petit peu. T'as peut-être été chanceux puis t'as eu un coin, tu sais. Il y en a 4. Mais au final, c'est long avant de voir l'image. Puis honnêtement, la vie, c'est comme un puzzle qui n'arrête pas de grandir. Fait que genre, je suis même pas sûre qu'à un moment donné, on va être capable d'avoir toutes les pièces. Mais d'accumuler puis d'aller à la recherche de ces pièces-là en essayant des choses puis en passant à l'action, même si on a ce manque de confiance en soi-là, même si on a peur, tu sais. Je pense que c'est ça qui nous permet d'aller collectionner tous les différents morceaux de puzzle pour finalement avoir l'entière. C'est comme les Pokémon, hein. Genre, tu sais, si tu collectionnes tous les Pokémon, ils t'en rajoutent 150 de plus l'année d'après, là. T'as jamais fini de collectionner tous les Pokémon. Fait qu'au final, c'est ça. Je me vois un peu comme Ash Ketchum. Je pense qu'il s'appelait pas Ash en France, hein, ça se peut-tu? Le propriétaire de Pikachu, il s'appelait pas Ash. Ah, Sacha. Oui. Ouais, nous, on a rajouté des lettres. Oh, mais j'adore comment vous avez nommé les noms des Pokémon. C'est extraordinaire. Mais peu importe. Mais c'est ça, la vie est une game de Pokémon. J'adore. Ça sera le titre de l'épisode. Grave. Grave. Et moi, j'avais une question. Alors, je sais pas, c'est peut-être un peu relou, mais tu nous disais qu'il y a plusieurs moments où tu avais envie d'être sur la scène, revenir sur la scène. Tu voulais, voilà. Et en même temps que tu adores collaborer, mais je me dis, est-ce que c'était un manque de confiance en soi de se dire, je vais aussi m'entourer, collaborer, dans le sens où comme ça, on me voit sans qu'on ne voit que moi. Genre, je me montre, mais pas trop Non, non mais plus. 100%. Oui. Oui. Surtout, puis le meilleur exemple de ça, c'est quand j'ai commencé Les Vraies Affaires, où j'étais comme, OK, ouais, j'ai des choses à dire, mais seulement une fois par 4 épisodes. J'étais pas assez confiante que j'allais prendre l'entièreté de mon contenu. Ce que je faisais, c'est que je prenais une entrevue d'1 heure que je splittais en 3 20 minutes. Fait que t'avais tout le temps les 3 segments qui étaient exactement les mêmes. Fait genre, au début, c'était quoi le début de ton parcours? Comment est-ce que ta business fonctionne en ce moment? Puis, tu sais, le futur, où c'est qu'on s'en va avec ça? Blablabla. Ça me permettrait de faire 3 semaines de contenu. J'étais aux anges parce que j'étais comme, c'est fabuleux. Genre, je fais 1 heure d'entrevue par mois, puis tu sais, c'est une joke. Mais ça m'a énormément aidé au début, d'ailleurs, justement, à créer ce contenu-là puis à être plus visible. Puis en plus, ça me donnait 3 opportunités de créer du contenu collaboratif, je dirais, avec mes collègues. Donc, mais oui, c'était très une façon de me protéger personnellement. Puis on l'a vu, si on regarde Les Vraies Affaires ensuite, puis il y a eu 4 saisons, 196 épisodes.
si on regarde les vraies affaires, on voit que les deux premières saisons, il y avait ce format-là de une entrevue en 3 parties. Ensuite, j'ai fait dans 2 parties. Fait que là, j'avais plus de contenu à moi. Puis ensuite, éventuellement, j'ai commencé à en faire de moins. Là, c'était vraiment une entrevue. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai vraiment cette routine-là de entrevue solo. Parce que je voulais avoir de plus en plus de temps sur ma propre scène, tu sais. Puis parce que je voulais que les gens apprennent à connaître un peu plus c'est qui Jen. Mais ça a toujours été quelque chose de très difficile pour moi, surtout parce que, comme tu l'as mentionné, avec les projets de collaboration, encore plus aujourd'hui et depuis qu'il y a Catching, c'est pas moi qui forme. Je suis comme la mascotte. Je suis comme... c'est un peu ça, pareil. Je suis l'animatrice, tu sais. Les gens me voient, ils reconnaissent les cheveux, ils reconnaissent la vibe, ils reconnaissent la brand au final, mais ça a été difficile de trouver... Hors Catching, c'est quoi la brand? Tu sais? Puis le projet de Catching a énormément aidé à ma croissance business et personnelle. Mais après ça, sortir de Catching, puis c'est drôle, je parlais de ça ce matin dans mon infolette, sortir de Catching, la question à se pose, c'est genre, je suis quoi sans Catching? Ça veut pas dire que je suis rien, right? Comme je partageais ce matin, pour moi, je suis dans la fin d'une évolution. Je pense que la thématique encore, c'est les Pokémon. J'approche de ma prochaine. Mais c'est normal, la vie, c'est que ça. Contrairement aux Pokémon qui ont genre 3... Je sais pas pourquoi je parle autant de Pokémon. Qui ont juste comme à peu près 3 évolutions. Personnellement, j'en suis un qui évolue à l'infini. Mais je sais jamais de quoi ça va avoir l'air après. Puis je suis un peu là, je suis un peu dans cette espèce de phase de questionnement où ça devient très, très, très intense, très actif, où c'est plus genre, il y a comme une idée à un moment donné, genre, je suis pas sûre. Il y a une espèce d'inconfort, puis ça passe. Quand que je suis dans cette phase-là de genre, je sais que j'approche de la fin, je cherche des réponses. Je cherche des réponses à des questions, genre pourquoi est-ce que les gens me suivent, pourquoi. Puis c'est vraiment beaucoup de remise en question. Puis c'est constant, puis c'est pas mauvais. Je pense qu'il y a je vais finir par trouver ma réponse dans pas long. Je sais que je suis à ça d'un breakthrough. Je vais finir par trouver ma réponse, puis après ça, pendant une couple d'années, je vais être claire. Je vais être claire de qu'est-ce que c'est. Genre, je vais avancer vraiment avec un but spécifique. Puis après ça va recommencer. Parce que moi-même, je vais avoir évolué. À chaque fois que j'évolue, à chaque fois que j'en apprends plus sur moi, sur qu'est-ce que je veux, sur qu'est-ce que j'aime pas, la définition de Jen était basée sur les réponses que j'avais pas avant. Donc, au fur et à mesure que je trouve des réponses pour moi-même, c'est normal que je vais continuer de me poser des questions. Puis je pense que c'est sain et ça fait en sorte que justement, je stagne pas dans ma vie. C'est juste que c'est des périodes qui sont difficiles émotionnellement, puis c'est normal. Mais si on s'empêche de les vivre, je pense qu'on s'empêche d'évoluer. C'est beau. Merci. Juste pour remettre dans le contexte pour les quelques personnes du fond de la salle qui ne savent pas de quoi on parle, c'est quoi Catching? Oui. Catching, c'est un projet de bundle, donc un pack de formation que j'ai créé, en fait, que j'ai lancé pour la première fois en 2020. Il y a eu 5 éditions, donc 2020 jusqu'à 2024. Et le concept est très simple. Je rassemble des formateurs business, donc qui peuvent enseigner à d'autres entrepreneurs finalement. Et on vend le pack de... Pendant plusieurs années, ça a été 14-15 formations. La dernière édition, j'ai aussi fait une version pro avec 6 formations de plus. Donc, on avait un bundle du bundle qui était 20 formations, mais jamais vraiment plus que ça. Et on vend tout ça à 96% de rabais. Puis l'objectif, c'est de faire de la vente en masse pour être capable que tout le monde, non seulement soit capable de rentabiliser ça financièrement, mais aussi en termes de visibilité. Clémentine, tu mentionnais au début que j'avais fait, il y avait 17 000 personnes qui s'étaient inscrites. Il y avait 17 000 personnes qui se sont inscrites en 2023. Fait à travers les années, honnêtement, je ne suis pas capable de dire c'est quoi le chiffre au complet du nombre de personnes qui se sont inscrites, mais on a eu... la première année, il y a eu 3 000 personnes qui se sont inscrites à l'expérience Catching, ensuite 10, 13, 17, 14. Fait qu'on a eu... Fait que c'est des gros projets avec beaucoup... Ça veut pas dire que c'est le nombre de personnes qui ont acheté le bundle, je tiens à mentionner, c'est l'expérience Catching en amont qui était, je l'appelle mon speed dating, où les gens apprennent à découvrir finalement qui sont les formateurs dans le bundle pour évidemment leur donner envie d'aller plus loin avec eux plus tard. Et au niveau du bundle, on a eu jusqu'à 3300 acheteurs aussi dans une année en particulier. Fait donc c'est ça le bundle Catching qui a été mon produit fort pendant 5 ans. Et après la dernière édition, j'ai décidé que j'allais sauter en 2025 parce que j'avais besoin
J'ai parlé tantôt que j'avais besoin de travailler sur ma brand personnelle pour être capable, c'est vraiment mon objectif actuel. Donc, de créer c'est qui Jen? Et ça nécessite énormément de questionnements non-stop. Ouais, parce que même dans ton dernier projet, là, le boardroom, finalement, t'es encore en maîtresse de Oui, cérémonie, j'ai la l'impression. PDG. Voilà, PDG. Mais est-ce qu'il y a une idée, quand même, une envie de te mettre plus en avant, enfin partager Oui. plus de choses quand même? Mais Parce je que te dirais que ça part du. Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais ça part d'un. Ça, de toute façon, à la base, tu sais, moi, il y a quelque chose qui était clair avec moi, c'est que même si oui, j'aime ça être sur la scène, ça veut pas dire que c'est moi qui enseigne quoi que ce soit. J'aime ça être sur la scène, mais j'aime ça être dans mon rôle d'animatrice, j'aime ça être dans mon rôle de productrice, j'aime ça être dans le rôle où on me demande des questions, puis que c'est, tu sais, ou que c'est pas moi qui arrive avec du contenu, tu sais. Euh, tout ça étant dit, pour que quelqu'un te suive, pour que tu aies une brand personnelle, il faut quand même que tu stand for something. Tu sais, qu'est-ce que tu vas dire? Je pourrais juste parler de mon quotidien puis faire des stories très redondantes de genre comment est-ce que je vais travailler au même café tous les jours, que la barista sait exactement c'est quoi ma commande, que j'ai plus besoin de demander. Tu sais, mais c'est pas comme ça que j'inspire les gens. Si je l'ai dit, j'aime beaucoup la data, puis regarder qu'est-ce que les gens m'ont dit, puis ont apprécié à travers le temps par rapport à moi. Puis ça a toujours été le franc-parler, ça a toujours été à quel point je dissèque de façon très publique les résultats de mes projets. C'est de l'information que je ne gatekeep pas, que je propose aux gens aussi. Là, je te dirais que je suis dans une phase où j'essaie de déterminer qu'est-ce qui va où, qu'est-ce qui va dans le contenu gratuit, qu'est-ce qui va dans le contenu payant. Le boardroom sert de premier step vers on est capable de créer quelque chose qui est créé par Jen. C'est sûr qu'on reste encore dans un modèle similaire de catching où ce n'est pas moi le formateur, c'est encore moi effectivement le chef d'orchestre, mais je vais intégrer mes propres débriefs qui sont les sessions, le propre contenu à travers même de ce projet-là. Puis j'ai différentes idées justement pour intégrer le contenu dedans, puis l'espèce de journal de bord, puis comment est-ce que les gens peuvent avoir. Puis c'est que le début aussi. J'aime ça donner mon opinion quand c'est no strings attached. Genre, si avoir une formation, il y a des strings attached. Il va falloir que j'update la formation, il va falloir que les gens me posent des questions, il va falloir que je suis comme non. Même chose pour le coaching, c'est pour ça que j'en fais pas. Je suis comme I don't. Mais être présente dans un mastermind puis donner mon avis, genre juste, je veux dire, tu veux mon avis, mon avis, je vais te le donner, mon avis, tu sais. J'aime ça, faire ça, tu sais. Fait que de penser à certains trucs qui sont plus sporadiques versus des trucs qui sont long terme, ça m'intéresse. Fait que mais ça vient avec poser ces questions de genre, qu'est-ce que j'aime, puis de bâtir son modèle, puis son modèle est il y a tellement d'options, là. Il y a tellement d'options de qu'est-ce qu'on est capable de faire pour vendre, pour être capable de créer des produits. Je veux dire, c'est pas nouveau. Il faut être unique, puis il faut trouver la façon unique de qu'est-ce que les gens. Oui, mais en termes de format aussi. Fait que j'essaie de trouver ça, puis c'est beaucoup de questionnements, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Il va en avoir encore d'autres, énormément d'erreurs, tu sais. Mais je pense que moi, si je continue de faire l'affaire pour laquelle les gens me donnent du bon feedback positif depuis le début, je vais continuer à inspirer les gens à prendre action. Puis, ultimement, c'est un peu ça mon objectif de toute façon. Par contre, je crois pas que tu peux motiver quelqu'un. Je crois que tu peux l'inspirer. Donc, dans le sens où si je te dis, vas-y, t'es capable, t'es belle, t'es bonne. Ouais, je suis pas sûre que ça va avoir un bon effet. Par contre, si moi, je fais l'affaire, puis que la personne dit, oh, je suis capable, moi aussi, je pense, tu sais. Ben là, probablement que la personne va avoir plus d'outils de cette façon-là. Donc, c'est comme ça que je veux opérer. Ça va nécessiter plein de tweaks, ça va nécessiter plein d'essais-erreurs, mais qu'est-ce que tu veux? Je pense que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on bâtit quelque chose d'unique aussi. Et est-ce que ce besoin de se réinventer aussi, il est en partie lié avec le marché qui a quand même vachement évolué ces dernières années, surtout dans le monde de l'infoprenariat, là où catching était un peu la nouveauté il y a quelques années en arrière, où il y a eu un gros engouement, parce que moi, clairement, c'est là où je t'ai découverte, je crois que c'était sur l'édition de 2021, peut-être 2022, je sais plus. Bref, il y a eu un très très gros engouement, etc. Est-ce que là, aujourd'hui, ça s'est pas un petit peu essoufflé et ce besoin de se réinventer, de se reconstruire, de se retrouver finalement, intervient au même moment?
Oui. À ça. Non, mais dans le sens où j'ai de la misère à répondre parce que t'es pas la première personne qui pose la question est-ce que les bundles sont morts? I don't know. Je le sais pas. C'est pas la question. Je dis juste que le non. marché est plus au fait et peut-être plus exigeant. Oui. Oui. Potentiellement. Oui, définitivement. Mais j'ai, avec Catching, toujours décidé d'augmenter l'expérience puis d'améliorer l'expérience à travers les années. La dernière édition étant la plus grosse où j'ai décidé d'aller faire le tournage de l'expérience Catching en personne à Paris, à Montréal aussi. En fait, il y avait le gala Elevate qui a été intégré aussi au projet où on avait vraiment un événement en personne pour finaliser le lancement et tout. C'était gros, c'était énorme, c'est très coûteux. Mais dans tous les cas, mon objectif, ça a toujours été de faire mieux et plus grand avec le bundle, puis de varier aussi, tu sais, de pas juste rester sur mes lauriers. Je pense que j'ai tout le temps rajouté, ce qui n'était pas nécessairement une énorme nouveauté dans le concept, parce que le concept fonctionnait bien, mais dans l'expérience autour, puis de comment est-ce qu'on peut encore plus personnaliser, comment est-ce que les gens peuvent se sentir encore plus reconnus, comment est-ce qu'on peut créer quelque chose qui est encore plus léché, qui est encore l'air plus professionnel. L'avenue du Bundle Pro la dernière année était aussi une façon de rajouter quelque chose de différent parce que mon audience avait évolué. Une chance que mon audience avait évolué. Après 4 catchings, j'espère que vous avez appliqué les choses puis que vous avez des besoins plus évolués que ça, tu sais. Donc, d'aller changer l'expérience de cette façon-là en s'appuyant sur qu'est-ce que je connaissais de l'audience puis comment est-ce qu'elle a évolué, je pense que c'est une bonne façon de répondre à ça. Est-ce que l'audience de la business spécifiquement a énormément changé que le bundle lui-même ne fonctionnerait plus? Je sais que c'est pas ça ta question, mais still, je pense pas. Je pense qu'il y aura tout le temps une forme de place pour ça parce que je crois pas non plus que la réponse à est-ce que la formation en ligne est morte est oui. Dans le sens où tu as tout le temps des nouveaux entrepreneurs qui commencent, qui ont. Puis le bundle catching est pour les débutants, là, on va se le dire. Puis oui, l'avenue du Bundle Pro était plus spécifique à une audience qui était peut-être plus expérimentée, mais le bundle lui-même, il s'adresse à des débutants. Puis quand on commence, on a tous les mêmes besoins. On a tous les mêmes besoins en termes d'acquisition, en termes de création de produits, en termes de gestion financière, en termes de, admin, peu importe. Puis même si les stratégies changent, c'est les mêmes besoins. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a des vieux livres de business qui existent encore, puis qui fonctionnent encore, puis que les gens apprennent, tu sais. Fait que je pense que d'offrir une solution où tu es capable, en tant que débutant, d'avoir tout plein d'outils dans ta boîte à outils d'un coup pour une fraction du prix, une vraie fraction du prix, je pense que ça va toujours avoir sa place. Tout ça étant dit, ça ne veut pas dire que l'expérience elle-même, puis comment est-ce que c'est donné, est obligée de rester exactement la même. L'expérience catching elle-même a toujours été un franc succès, honnêtement, mais elle peut changer. Tu sais. Le produit lui-même, honnêtement, tant qu'à moi, il va tout le temps répondre à un besoin. Le pire, c'est que je dis ça, puis évidemment, tu as ChatGPT qui vient brouiller un peu les cartes avec on est capable de s'instruire à travers des outils comme ça d'AI ou si je pose une question, l'affaire, c'est qu'on ne sait pas si c'est la bonne réponse. C'est pas du contenu qui a été nécessairement vérifié, testé, c'est du contenu qui a été scrapé sur Internet. Il n'y a pas une réflexion, il n'y a pas un jugement derrière ce que ChatGPT nous donne. Il n'y a pas d'exemple spécifique. Il va nous donner qu'est-ce qu'il a trouvé sur les blogs puis les vidéos, t'sais. Donc, un petit peu comme on est capable de le faire en faisant la recherche nous-mêmes sur YouTube, sur Google, ChatGPT le fait, mais de façon beaucoup plus efficace. Donc, la question se pose, est-ce que vraiment ChatGPT remplace la formation qui a été testée, curated, qui a été vraiment choisie, bâtie de la bonne façon, qui a été pensée pour la pédagogie potentiellement versus du contenu qu'on a trouvé gratuitement? J'ai de la misère à dire oui, honnêtement. Là. Je trouve que c'est trop laissé à... Puis on ne sait pas non plus c'est quoi les informations qui vont sortir, s'ils sont applicables. Ça aussi, c'est du gambling de juste mettre ses œufs dans le panier de ChatGPT en pensant qu'on va être capable de croître nécessairement. Fait que bref, est-ce que le bundle lui-même a de l'avenir?
Ah, j'ai de la misère à dire, je te dirais. Je pense que c'est une question de continuer de réessayer, mais de continuer aussi d'écouter de quoi est-ce que les gens ont besoin, mais de quoi est-ce que l'audience spécifique a besoin, l'audience de beginner. Puis à partir de ça, pour répondre à la deuxième partie de ta question, parce que cette réponse était extrêmement longue, par rapport à est-ce que ça coïncide avec la remise en question, je pense que ça faisait plusieurs années avant parce que le modèle m'avait épuisé personnellement. J'ai eu de la difficulté à me retirer de vraiment de la grosse production pour être plus dans mon rôle d'animatrice puis de mascotte, qui est vraiment ma force à la limite. Puis j'avais pas mis l'infrastructure en place pour être capable de le faire. Puis j'étais pris dans une espèce de loop infini où catching me prenait de plus en plus de temps à faire, où il était de plus en plus complexe. Puis avec toutes ces nouvelles tâches-là, faisait en sorte que j'étais pas capable de bâtir n'importe quel autre filet de sécurité. Donc, c'était très risqué comme pari aussi. Suffit qu'il y ait une année qui fonctionne moins bien, suffit qu'il y ait un investissement qui porte pas autant de fruits que l'année précédente, par exemple. Donc, c'était pour moi, je pense, une espèce de... c'était rendu une nécessité de mettre une pause à ça pour bâtir des fondations vraiment solides pour être capable de, si ça revient, de construire sur quelque chose, sur une équipe qui est testée puis qui comprend bien comment je veux faire les choses, puis qui comprend bien aussi que ma job, ça devrait pas être de loader des courriels puis d'être vraiment dans le nitty-gritty, mais vraiment être plus dans la stratégie marketing puis être la face de l'événement, tu sais. Fait que j'avais besoin de rebâtir pour être capable de construire plus gros plus tard au besoin. Ok, trop bien. Bah, merci pour cette réponse. C'est intéressant parce que justement, enfin, comme tu le dis, on apprend toujours un petit peu, on apprend toujours à avoir une petite pièce du puzzle, on en découvre une. Combien de fois ça m'a fait ça où je me suis dit, ah, c'est bon, je sais. Et après, 6 mois plus tard, t'es, ah, c'est bon, en fait, je sais, c'est autre chose, c'est encore ça. Oui. Et 6 mois plus tard, et tu fais, oh putain, en fait, je savais, mais comme tu dis, c'était juste une petite partie et ça ne fait que s'agrandir. Tout comme la découverte, après, il y aura encore plein de choses à découvrir, mais c'est intéressant de voir que toi aussi, tu passes par toutes ces phases. J'ai lu ton infolettre ce matin, donc où tu disais justement que tu es dans une nouvelle phase d'évolution et que qui suis-je après catching? Et je trouve que c'est intéressant de savoir aussi que toi aussi, tu as ces préoccupations-là et que toi aussi, tu as des phases un peu de questionnement identitaire, mais en fait, qui je suis, quelle place j'ai envie de prendre, parce que c'est pas inné à tous les... Enfin, je veux dire, c'est pas certains entrepreneurs qui vont passer par là et d'autres non. En fait, on passe tous par là, peu importe le niveau, peu importe si t'as un truc qui roule depuis des années, ou comme tu nous dis, catching en soi, ça se passait bien, etc. Mais il y a quand même toujours des questionnements, des évolutions, et c'est intéressant de savoir que toi aussi, tu traverses tout ça. Ben, en tout cas, juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que on se définit beaucoup par... Pour beaucoup de personnes, on se définit par nos échecs. Mais quand on a des très grosses réussites, on finit par se définir par ces réussites-là aussi. Puis à partir du moment où on les a plus, ça devient très difficile de faire comme ouais, est-ce que c'était la seule chose que j'étais capable de faire? T'sais, de se poser cette question-là, c'est très, très, très confrontant. Puis de se dire, j'ai entendu ça tellement de fois dans des trucs de business aussi, genre, I'm just as good as the last sale. Donc, par exemple, pour des gens qui vont qui vont vendre surtout beaucoup dans le monde de l'immobilier. Donc, ils vont faire ils vont vendre des maisons à 500 000, 1 million, 10 millions. Puis là, ils réussissent à à faire un 25 millions. Puis là, c'est rendu ça leur standard. Fait que tout ce qui est en bas de ça, là, c'est vu comme un échec. C'est super difficile de ne pas s'identifier puis de pas juste de dire « je suis ce succès-là ». On est tellement plus que ça, puis de continuer de chercher qui est-ce qu'on est. C'est difficile de laisser aussi derrière des succès financiers. Catching est un succès financier monstre. C'était un projet que je vendais pendant 5 jours par année. Je veux dire, ça faisait toute mon année, tu sais. Fait que c'est super, mais de laisser ça derrière puis de se réinventer, c'est difficile, c'est confrontant, c'est de dire genre « Ouh,
où je travaille plus avec les mêmes ressources que je travaillais avant. Là, c'est très confrontant. Mais, fun fact, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Fait que là, je vais trouver des solutions, tu sais. Puis je vais rebâtir là-dessus. Puis c'est intéressant parce qu'on met le doigt sur le fait que une fois qu'on a atteint ses objectifs, entre guillemets, ça s'arrête jamais. C'est pas une fois que j'ai atteint mon objectif, ça y est, je vis ma best life, je fais ce que Non. je veux, etc. Il y a Non, tout le temps c'est on quelque se chose remet d'autre. Oui. perpétuellement en question, on cherche de nouveaux objectifs, on essaye d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Et ce besoin, au-delà de l'aspect financier, etc., qui peut générer, c'est surtout la recherche identitaire de soi, où tu te dis, ok, comment je me dissocie de catching, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux... comment je peux revenir sur le devant de la scène avec un concept peut-être encore plus fort. Et c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat, mais il faut aussi en être hyper conscient dès le départ. Quand on se lance, en fait, il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée, quoi. Non. Non. Tu penses que tu arrives, puis là, il y a quelqu'un qui repousse la ligne d'arrivée parce que tu as tout le temps. Parce que quand tu arrives à un nouveau palier, puis là, tu dis, ah, yeah, j'ai réussi à faire 100 000, j'ai fait le 6 chiffres. Puis là, c'est quoi la prochaine limite? Ben, 7. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a tout le temps plus. Il y a tout le temps plus de choses que tu peux faire dans ta vie. Puis c'est fou parce qu'il y a les gens, tu sais, on regarde des gens qui ont énormément de ressources financières puis qui vivent des expériences qui sont what the fuck, tu sais, que tu peux pas vraiment t'imaginer dans ta vie de tous les jours. Mais c'est parce que quand tu as tellement accès à toutes ces choses-là, un moment donné, tu veux quand même avoir ce feeling-là de dépassement de soi, d'essayer de nouvelles choses. Puis ça devient de plus en plus difficile quand tu es rendu dans ces hautes sphères-là de se dépasser puis se dépasser. Puis au niveau de comment est-ce qu'une business peut croître, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont dire quand tu as dépassé un certain step, après ça devient plus facile parce que c'est exponentiel et tout. Peut-être, mais au final, je pense qu'il y a quand même une espèce de difficulté émotionnelle à essayer tout le temps de se dépasser. Puis c'est comme, il faut que j'aille plus maintenant. OK, on va essayer d'avoir plus. Puis d'identifier justement, comme je disais, sa valeur à cette nouvelle réussite-là, sans quoi t'es rien, c'est tough pour vrai. De descendre entre guillemets, mais c'est comme ça qu'on le voit souvent, de redescendre après un high de succès, c'est très difficile émotionnellement. C'est aussi difficile, tant qu'à moi, de ne pas en avoir du tout. C'est vraiment tough. Oui, parce que tu te dis, si tu as réussi une fois, qu'est-ce qui fait que là, enfin forcément, c'est que tu as merdé. Si tu n'as pas réussi à réatteindre ce niveau, c'est que tu as merdé. Alors que Exact. bon, si tu fais rien du tout, bon, je sais que peut-être tu merdes, mais t'as pas de comparaison. De 0 à Exact. 0, bon bah écoute, voilà, c'est la merde. C'est toujours 0. C'est 0-0, quoi. Oui. Alors qu'effectivement, si tu as fait 1 million et que la fois d'après, tu fais 60 000, bon, peut-être que ça te fait un gros coup de remise en question et plus les chiffres sont gros, plus ça doit te mettre une pression supplémentaire. Mais c'est correct, la remise en question. C'est ça qui va t'aider à trouver la réponse à la limite. Pourquoi tu as fait le drop d'1 million à 60 000? Mais si tu ne te poses pas cette question-là, tu n'auras jamais ta réponse. Mais il faut juste que tu veuilles les voir, les réponses. C'est ça. Il y a quand même quelque chose de différent là-dessus aussi, tu sais, fait que, ouais. Ok, trop bien. Et est-ce que tu aurais justement un dernier conseil ou une dernière leçon à nous partager peut-être par rapport à ça ou par rapport aux échecs, par rapport aux galères, un truc que voilà, les gens ont besoin d'entendre pour peut-être se dédramatiser un petit peu sur le fait de se planter ou de se remettre en question justement? Je pense que c'est quelque chose que ça fait des années que je répète, mais il y a quelque chose que ça a vraiment plus comme cimenté dans moi très, très, très récemment, c'est à quel point, évidemment, les échecs sont des apprentissages. Puis je sais que c'est du réchauffé, mais plus que ça, c'est de la data. C'est vraiment beaucoup de data. Mais comme je l'ai dit, pour être capable de croître de ces choses-là, il faut vouloir voir ça comme de la data, puis complètement séparer ça de sa propre valeur personnelle. Dans le sens où c'est pas parce qu'il s'est passé X, Y, Z que c'est toi qui es une mauvaise personne, puis que t'es pas capable, t'es incapable, mais c'est peut-être que ton offre était à chier. Genre, tu sais, je veux dire, c'est pas toi, hein? C'est vraiment ça. C'est pas genre Geneviève était un problème, tu sais. C'était peut-être l'offre ou genre le marketing ou peut-être que c'était juste la façon dont on a handle le customer support. Tu sais, c'est tellement des histoires de... Mais quand tu cherches ces réponses-là, déjà, tu vas être capable de les voir, de détacher ça de soi, puis de aussi pas passer trop de temps à... je pense que c'est quelque chose qui se muscle, ça, honnêtement, là, ça prend du temps, là, mais j'essaie de passer le moins en moins de temps dans une forme de deuil. Genre, dans le sens où, comme,
c'est correct de vivre ces émotions. Puis plus tu vas les vivre, puis tu vas te laisser les vivre, plus éventuellement, il va en avoir moins. Dans le sens où comme ça va devenir quelque chose d'habituel de faire des échecs. La plupart des entrepreneurs qui font des millions par année de salaire perso, c'est des gens qui ont énormément plus d'échecs que de réussites. C'est numbers game. Si tu perds plus de fois, statistiquement, à un moment donné, tu vas gagner. Mais pour être capable de gagner encore, il faut que tu sois capable de regarder pourquoi tu as gagné, puis de l'analyser, puis de le refaire encore, puis de l'analyser encore. Puis si tu perds une certaine fois, de se dire « Oh, il y a quelque chose que j'ai fait différent, c'était quoi? » Fait que de vraiment être dans cette optique-là de genre, je vais analyser qu'est-ce qui se passe, je vais voir ça. Puis je sais que c'est difficile, là, parce qu'on s'attache tout, on le voit, chaque échec business, on le prend personnel. On pense que c'est nous le problème, puis je le dis, puis je le dis encore au présent, parce que même souvent, c'est encore ça. Par contre, je dirais que de plus en plus, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme je voulais, je vais passer très peu de temps à avoir mal, à pleurer, puis après ça, je vais juste faire comme, OK, bon, c'est quoi la suite? J'essaye pas nécessairement de le fix right away. Je laisse les choses aller au bout parce que je fais confiance à ma stratégie initiale, dans le sens où je me suis dit, regarde, j'ai fait cette stratégie-là en sachant tout ce que je pouvais savoir par rapport à la situation. J'avais pas plus d'informations que ça. J'ai pris ces décisions-là dans le meilleur de mes capacités. Je vais laisser aller jusqu'au bout parce qu'on sait très bien que si on tire la plug trop rapidement, souvent c'est par peur. Je ne vais pas faire ça. Je vais aller au bout de mes affaires. Je vais analyser pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ensuite, rapidement, je vais déjà être en train de dire, OK, ça c'était problématique, qu'est-ce que je peux faire de différent? Et de se poser constamment ces questions-là, de comprendre au lieu d'être la victime de qu'est-ce qui s'est passé. Parce que oui, ça peut être genre le marché, puis oui, ça peut être genre, ah oui, il y avait une tornade au Laos. Genre, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Mais au final, peut-être que c'était vrai, mais elle n'arrivera pas encore, la tornade au Laos. Fait que genre, la prochaine fois, ça devrait être correct, right? Fait que si c'était ça la seule raison, fais la bonne analyse. Sinon, trouve pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pose les questions. C'est difficile de dire pourquoi j'ai fait à quelqu'un qui n'a pas acheté, par exemple. Genre, pourquoi est-ce que tu n'as pas acheté? C'est difficile d'avoir cette réponse-là, honnêtement, puis de lire ces choses-là, c'est comme genre, oh my God, pourquoi je suis autant conne? Genre, ça fait tellement longtemps que je suis en business. Genre, c'est évident. Genre, j'aurais dû voir ces choses-là. Mais en même temps, c'est pas productif de se dire ça. Tu sais, je suis en train de terminer en ce moment le livre 100 Million Leads d'Alex Hormozy. Puis dans son autre livre aussi de 100 Million Offers, il y a plein de moments, puis je trouve ça super intéressant dans comment c'est écrit, où t'as comme une phrase où il va dire I suck so much. Puis c'est écrit en italique, comme si c'était genre quand il raconte une anecdote, tu sais, puis c'est comme si c'était la pensée qu'il y a eu au moment où ça s'est passé, genre, oh my God, tu sais. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, I suck so much. Puis cette personne-là s'est répétée énormément, I suck so much. Tu penses que c'est toi. Tu te répètes ces shit-là. Tu es convaincu que c'est toi qui suck so much. C'est pas toi qui suck, c'est ton offre. C'est ton marketing. That's it, that's what it is. C'est tout. Fait que de se dire comment est-ce que je peux devenir meilleur, comment est-ce que je peux améliorer, c'est ça qui va faire en sorte que des échecs qui sont inévitables et qui vont continuer d'arriver vont devenir des barreaux d'échelle au lieu de rester plus comme une espèce de pile de la bibliothèque de tous mes échecs. Et puis les Pokémon, ils vont au centre Pokémon pour se faire soigner malgré les échecs et puis ils reviennent. Merci. Donc, absolument. C'est vrai. J'aurais aimé ça me rappeler du nom de la petite infirmière. Là. Je suis sûre qu'en France, c'est une autre affaire en plus. Comment c'est? Le Poké Center, tout simplement. Oui, mais tu sais, la petite infirmière rose là, avec les cheveux. Oui, je sais pas si elle a un nom. Probablement. On s'en fout, mais. Nurse quelque chose, puis ils sont toutes pareilles, je sais pas. Pokémon, voilà. Voilà. Ok, bon, trop bien. En tout cas, merci pour ces réponses, pour ces témoignages. Bon, sur Instagram, on te retrouve Geneviève Gauvin. Bon, il y a des tirets, mais je pense que si vous tapez son nom, vous la trouverez. La fille aux cheveux roses. Voilà, la fille aux cheveux roses, vous la reconnaîtrez. On te retrouve aussi sur ton podcast Effronté. On met tout, évidemment, en description.
Et vraiment, merci beaucoup. Ça nous a fait très, très plaisir de parler avec toi. Ben, merci à vous deux pour l'invitation. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes, finalement, à plus normaliser l'échec. Je sais que le but du podcast, c'est ça, mais j'espère que mon témoignage va aider dans ce processus-là. Je n'en doute pas. Merci beaucoup. Merci, Jen. Merci. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?